Bonjour à tous. Dans cette séquence, nous allons parler de la loi normale. En tout cas, nous allons l'introduire et je vais vous montrer en utilisant GeoGebra. Mais avant, je vais vous expliquer le contexte et puis vous allez vous poser des questions. Vous allez voir ce que votre intuition vous dit et on verra au niveau de la simulation ce que ça va donner. Donc voici le contexte. Trois personnes choisissent, chacune au hasard et indépendamment l'une de l'autre, un nombre compris entre 0 et 1. On appelle I1, I2, I3 chacune de ces trois personnes et on va s'intéresser à L qui vaudra I1 plus I2 plus I3. Donc on fait la somme des trois nombres choisis par les trois personnes. Alors à votre avis, dans quel intervalle va varier L? Quelles vont être les valeurs que L va prendre? Je vous laisse faire pause sur la vidéo, réfléchir, écrire sur une feuille votre réponse et puis on verra après ce qu'il en est. Ensuite, voici la deuxième question. Si chacune des trois personnes donc choisit un nombre compris entre 0 et 1 de manière aléatoire, ça veut dire que chacune de ces trois lois, I1, I2, I3, suit des lois uniformes sur l'intervalle 0,1. Ma question c'est, est-ce que la somme L va également suivre une loi uniforme? Voilà, vous pouvez utiliser votre calculatrice pour faire des tests, et je vais vous montrer la suite en utilisant GeoGebra. Alors, ici, on va dans un premier temps donc calculer un nombre aléatoire dans la première case A1 du tableur. Donc, on utilise la commande aléa uniforme sur l'intervalle 0,1. Donc ça correspondrait à la première personne. Et puis voilà, si j'actualise, je vois qu'effectivement, j'ai bien un nombre entre 0 et 1. Alors, je vais changer, je vais mettre 4 chiffres après la virgule pour avoir un arrondi. Et donc, si j'actualise, je vois bien que j'ai des nombres entre 0 et 1. On nous a dit qu'on avait trois personnes, donc je refais cette commande dans la partie B1. Ça, ce sera ma deuxième personne. Donc je vois que si j'actualise, j'ai bien des nombres entre 0 et 1. Et pareil, dans la colonne C, qui va correspondre à la troisième personne. Et la colonne D va correspondre à la somme de mes trois colonnes. Donc je vois ici que j'ai un nombre généré par la somme des trois. Et puis, je vais faire cette simulation, non pas une fois, mais 200 fois. Donc je vais étendre en fait jusqu'à la ligne 200 pour que la première personne donne 200 fois un nombre entre 0 et 1. Et du coup, je vais faire pareil avec la personne B, pareil avec la personne C, et puis je vais également faire la somme des trois colonnes sur les 200 tirages. Donc je vois que si j'actualise, effectivement, j'ai mes nombres qui varient et la colonne D correspond bien donc à la somme des trois. Maintenant, je vais chercher à représenter la colonne D sous forme d'un histogramme que vous voyez ici. Alors je vais changer en fait au niveau des valeurs pour avoir voilà, au maximum. Donc du coup, je mets 20 colonnes. Et donc voici la répartition de la somme des trois colonnes. Alors, à votre avis, première question, si on reprend notre TP, est-ce que du coup, la somme des trois pourrait être une loi uniforme? Voilà. Je vous laisse réfléchir au vu de la répartition, puis on en reparlera à la fin. Maintenant, je vais chercher les éléments caractéristiques. Donc, je suis à des données, donc je vois que j'ai un échantillonnage de 200 valeurs, j'ai la valeur de la moyenne ici qui vaut 1,458, et j'ai la valeur de l'écart type ici qui vaut environ 0,5. J'ai d'autres éléments, mais je ne vais pas m'en servir. Maintenant, on va chercher à savoir comment vont être répartis les éléments pour cette loi qui correspondent à la somme de trois lois uniformes. Alors déjà, première chose, quelle serait la valeur qui aurait le plus d'éléments? On voit que sur notre histogramme, eh bien ici c'est lui, c'est le bâtonnet qui est en fait à 1,6. C'est lui qui contient le plus d'éléments. Pour pouvoir faire la suite, on va créer une liste. Les éléments de D1 vont être affectés dans la liste L1 pour qu'on puisse derrière faire des commandes en fait. Donc ma liste L1, je vais la renommer pour vraiment qu'elle s'appelle liste L1, ce sera plus simple pour moi après pour pouvoir utiliser. Donc c'est la liste de tous les nombres. Et maintenant, nous allons créer deux nombres, donc ici M et sigma. En fonction de ça, parce que je vous montrerai, je vais réitérer pour qu'on puisse voir la différence. Ma valeur de M, c'est la valeur exacte de la moyenne, qui vaut 1,549, et sigma, qui vaut ici, donc j'ai réactualisé, qui vaut environ 0,46. Ensuite, je vais introduire deux valeurs, qui va être l'élément que je vais appeler écart 1M, donc c'est-à-dire je vais prendre
un écart de sigma autour de la moyenne, donc celui-là en négatif. Je vais le faire en positif. Et puis je vais aussi créer le même nombre, mais avec 2 écarts autour de la moyenne. Donc ça va être m moins 2 sigma, et puis m plus 2 sigma, que je vais appeler écart de p, en positif en fait. Et donc maintenant, je vais chercher la répartition. Donc j'aimerais savoir le nombre de valeurs qu'il y a dans cette répartition-là par rapport à la moyenne. Donc c'est-à-dire le nombre d'éléments de valeurs qui sont plus petits que la moyenne, combien y en a-t-il par rapport au tout? Donc on a une condition qui va compter ça. Donc je rentre la condition NB ici. Donc si, en fait, il va compter les nombres qui sont plus petits que M dans cette liste 1 par rapport au tout, donc je divise par 200. Et donc je vois que je suis pile à 1/2, c'est-à-dire à 0,5. Maintenant, j'aimerais regarder au niveau de la commande si je suis entre ces deux valeurs ici. C'est-à-dire que je vais regarder si je suis autour de ma moyenne avec un écart type en négatif ou positif autour de la moyenne dans cette liste 1 par rapport au tout. Et je tombe sur un nombre qui vaut à peu près 0,69. Ça veut dire que ici, en fait, sur un écart en positif et en négatif autour de la moyenne, j'ai à peu près 69% des valeurs. Et donc maintenant, si je prends 2 écarts types autour de la moyenne, donc ici, si la moyenne donc, était à peu près à 1,5, je suis à 2 écarts types autour. Combien va-t-il y avoir d'éléments? Eh bien, le logiciel me renvoie que je vais à peu près en avoir 0,97. Donc ça veut dire que là-dedans, entre 2 écarts types, je suis à peu près à 97% des valeurs qui sont à l'intérieur. Donc ça, c'est des choses qui vont être importantes pour nous derrière, vont être des valeurs qu'il va falloir connaître en fait. C'est-à-dire le nombre de répartitions autour de 1 écart type, 2 écarts types, voire 3 écarts types en fait. Et puis du coup, je vais chercher à actualiser. Donc si j'actualise une fois, je vais changer la valeur de ma moyenne. Ici, donc maintenant elle vaut 5314. Je vais changer la valeur de mon écart type également, avec celui qui m'est donné. Et du coup, ça m'a permis en fait là directement de retrouver. Donc je vais avoir maintenant le nombre d'éléments qui étaient en dessous de la moyenne. J'en ai à peu près donc 49%, qui ressemble à tout à l'heure, on en avait 50%. Cette fois-ci, si je suis à un écart type autour de la moyenne, je suis à 66%. Et si je suis à 2 écarts types autour de la moyenne, je suis à 97%. Et puis, si je peux m'amuser comme ça à générer à nouveau, donc là, je le fais encore une fois, donc je rechange encore. Donc avec la nouvelle valeur de la moyenne, la nouvelle valeur de l'écart type, eh bien on se rend compte que donc cette fois-ci, je suis à 46%, 68% un écart autour de la moyenne et 96% pour 2 écarts autour de la moyenne. Et maintenant, je vais ajouter des quantités pour regarder pour 3 écarts autour de la moyenne. En fait, combien il va nous renvoyer. Et en fait, ici, on voit que, donc je change la valeur de ce nombre, je l'appelle G1, je suis presque à 100% en fait. Si je prends 3 écarts, en fait, on verra que du coup, c'est plus 99% que 100%. Et du coup, je vais changer aussi. Je vais mettre une plus grande précision. Je vais non plus mettre 4 chiffres autour de la moyenne, mais je vais en mettre au maximum. Et cette fois-ci, je vais étendre en fait. Je vais faire plus. C'est-à-dire que je vais faire une simulation avec 400 valeurs. Je vois que je retrouve des valeurs qui sont similaires à ce qu'on avait vu avant, même jusqu'à 600 valeurs. Et en fait, je vois que, du coup, ici, au niveau de ma répartition, en fait, j'ai quelque chose qui va être en cloche. Donc, si je reviens à ma question initiale, si je prends la somme de 3 nombres aléatoires, en fait, L va prendre des valeurs entre 0 et 3, et non pas 0 et 1, comme peut-être certains ont pu répondre. Deuxième chose, si j'ai des lois uniformes et que j'en fais la somme, est-ce que je récupère une loi uniforme? Eh bien non, parce que sinon, elle aurait eu quelque chose de constant. La densité de probabilité, elle est constante pour la loi uniforme. Or, on voit qu'ici, la densité de probabilité, la répartition, en fait, elle est en cloche. Eh bien, ceci, c'est une nouvelle courbe à connaître. Elle s'appelle la loi de Gauss. Et ce qu'il va falloir savoir, c'est que, vous voyez ici, il y a une symétrie, en fait. Donc, au niveau de la moyenne. Et que donc, s'il y a symétrie, c'est que je vais avoir 50% des valeurs à gauche, 50% des valeurs à droite. Et ensuite, au niveau de la répartition, si je me place à
un écart type autour de la moyenne, je vais avoir 68% des valeurs. Et si je me place à 2 écarts types autour de la moyenne, j'aurai 95% des valeurs. Et même si je prends 3 écarts types autour de la moyenne, je serai même à 99% des valeurs. Donc voilà, comment la loi uniforme et la loi normale sont liées. En fait, j'obtiens la loi normale comme étant une somme de lois uniformes. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura apporté un peu plus de clarté sur tout ça. Pensez à liker la vidéo, à vous abonner à la chaîne, à la partager, et puis je vous dis à bientôt pour une autre vidéo.